Je suis Serge Nader, chargé de mission aménagement et adaptation au changement climatique à l'Alliance HQE-GBC et j'aurai le plaisir d'assurer la modération de cette session. Donc, alors, la question qu'on aborde aujourd'hui, c'est pourquoi et comment mettre en œuvre une gestion intégrée des eaux pluviales dans les projets d'aménagement, de construction et de rénovation. Et donc, nous partons sur une présentation pour un peu moins d'une heure qui sera suivie par un temps d'échange. Donc, nous allons commencer par une présentation de l'Alliance avec Rachel Germain, directrice de l'Alliance HQE-GBC, pour présenter aussi le contexte global et la genèse du travail. Ensuite, je présenterai le cadre environnemental réglementaire propice pour repenser notre rapport à l'eau. Lucille Verliat-Camara chez Cercal et Qualitel va présenter les grands principes de la GIEP. Ensuite, les bonnes raisons pour faire de la GIEP un réflexe de projet avec Pascal Poirot, président d'honneur de l'UNAM. Un focus sur l'hydro-responsabilité, donc repenser l'eau à toutes les échelles avec Nicolas Asselet de la Fédération des Scots et comment mettre en œuvre la GIEP dans la chronologie d'un projet avec Étienne Saint-Aubin, géomètre expert de l'ordre de l'OGE. Donc voilà, nous partons sur une présentation d'une heure, un peu moins d'une heure, qui sera suivie d'un temps d'échange pour vous écouter et répondre à vos questions. Donc, les micros sont coupés par défaut pour assurer une présentation fluide et claire. Et n'hésitez pas de lever la main si vous souhaitez prendre la parole pour vous activer votre micro. Et n'hésitez pas surtout de noter vos questions dans le chat au fur et à mesure et nous essayons de répondre à la fin. Donc, notez également que ce webinaire est enregistré. Et sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer avec Rachel Germain pour présenter l'Alliance et le contexte du travail. Merci Serge et bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire et je suis ravie de vous voir aussi nombreux ce matin. Alors, en quelques mots, l'Alliance HQE-GBC, c'est une association reconnue d'utilité publique qui a été créée il y a bientôt 30 ans et qui réunit l'ensemble des acteurs de la filière du cadre de vie durable, les industriels, les entreprises, la maîtrise d'ouvrage, les bureaux d'études, les architectes, les aménageurs, les géomètres experts, les centres scientifiques, les certificateurs, les collectivités, et j'en oublie certainement. Et tous sont réunis au sein de notre association pour œuvrer à l'amélioration de la performance environnementale des bâtiments, des projets d'aménagement et des infrastructures, selon une démarche multicritère basée sur l'équilibre entre 4 engagements qui sont indissociables les uns des autres: la qualité de vie, le respect de l'environnement, la performance économique et le management responsable. Nos missions sont à la fois d'anticiper via des projets de recherche et d'innovation collective les enjeux environnementaux et les futures réglementations, élaborer des outils de référence, j'y reviendrai, et partager les bonnes pratiques. Et donc, parmi ces outils que nous développons, il existe des cadres de référence qui constituent le socle HQE et qui sont la structure des référentiels des certifications HQE. En effet, l'Alliance HQE-GBC est propriétaire de la marque HQE, qui est ensuite délivrée au travers des certifications HQE que portent 2 organismes certificateurs, Cercal pour le résidentiel et Certivea pour le tertiaire, les infrastructures et les projets d'aménagement. Et parmi les outils, nous élaborons également des cadres de définition, dont celui sur la GIEP qui fait l'objet de ce webinaire. Et ces cas de définition fournissent un langage commun, une vision structurante sur des thématiques environnementales émergentes du cadre bâti. Alors, pour en revenir maintenant au sujet qui nous réunit ce matin, la gestion durable de l'eau,
Dans un contexte climatique en constante évolution, des épisodes de vagues de chaleur, d'inondations, de sécheresse de plus en plus intenses et fréquents, l'eau doit être considérée à la fois comme une ressource essentielle qui doit être préservée tant en quantité qu'en qualité, mais aussi un risque. Et si on prend quelques chiffres clés, 2,5 %, c'est la part de l'eau douce sur Terre, dont 30% est souterraine, principalement dans les nappes phréatiques, et 1,2% seulement est accessible en surface. Plus 3%, c'est le niveau de réchauffement mondial qu'atteindra en 2100, qu'on atteindra pardon, en 2100 selon le scénario retenu dans le PNAC 3, et ce qui représente 4 degrés en plus en moyenne en France hexagonale. Et donc, dans ces conditions, si on continue dans la tendance actuelle, 88% du territoire hexagonal pourrait être en tension modérée ou sévère en été d'ici 2050. Il y a donc urgence à traiter ce sujet de l'eau. Et donc, aujourd'hui, la GIEP, gestion intégrée des eaux pluviales, est plus que jamais un sujet stratégique, que ce soit sur le plan environnemental, urbain ou économique, surtout face aux enjeux croissants liés à l'imperméabilisation des sols, au changement climatique et à l'économie de projet. Donc, il est impératif de repenser nos pratiques. Et c'est dans ce contexte que l'Alliance HQE-GBC a décidé de s'emparer du sujet de manière active. Tout est parti en fait d'une initiative locale qui est celle du label GIEP pour le bâtiment au départ, qui a été développé à l'île de la Réunion et qui a été porté par Qualitel, la CEMAC et Michel Bénard, qui est présent, je crois, également parmi les participants. Le groupement a ensuite proposé à l'Alliance HQE-GBC de reprendre le label GIEP, essentiellement pour qu'elle développe ses travaux sur l'ensemble du territoire à l'échelle bâtimentaire et de l'aménagement. Et donc, c'est pourquoi nous avons décidé de lancer un groupe de travail spécifique au sein de la commission aménagement de notre association dès 2024. Et donc, ce GT regroupe encore aujourd'hui un écosystème d'acteurs très large, représentatif de toute la filière. Les collectivités, les aménageurs, les urbanistes, les paysagistes, les architectes, les bureaux d'études et bien sûr également les agences de l'eau. Et nous avons donc réussi à réunir le monde de l'eau et celui du bâtiment dans un espace de dialogue structuré, ce qui est relativement rare, voire inédit, pour être souligné. En effet, jusqu'à présent, les acteurs de la GIEP travaillaient souvent en silo. On avait d'un côté les spécialistes de l'eau et de l'autre ceux du bâtiment. Or, si on veut changer d'échelle et de paradigme, il est impératif que ces deux mondes puissent dialoguer, se comprendre et surtout travailler ensemble. Et donc, ce groupe de travail pluridisciplinaire qu'on a monté au sein de la commission aménagement a permis à ce que les échanges soient nourris, constructifs et s'appuient sur des expertises solides et complémentaires. L'objectif de ce travail collectif autour de la GIEP était clair, faire en sorte que la GIEP ne soit pas un sujet marginal ou uniquement technique, mais une solution qui soit structurante à prendre en compte dès la phase conception d'un projet de construction ou d'aménagement. Donc c'est pour ça qu'on dit que la GIEP appelle vraiment un changement de paradigme et une transformation des pratiques de conception. Et c'est bien dans cette perspective qu'a été élaboré le cadre de définition de la GIEP qu'on va vous présenter et qui vise plusieurs objectifs fondamentaux. À la fois fournir un langage commun partagé par tous les acteurs, clarifier les grands enjeux de la GIEP et mettre ou remettre en lumière ces nombreux avantages, qu'ils soient économiques, environnementaux ou sociaux, et offrir une vision intégrée de sa mise en œuvre à toutes les échelles, bâtiments, aménagements ou projets de territoire. Je voudrais souligner également que nous avons choisi dans nos travaux de mettre en avant des solutions fondées sur la nature et de montrer que la gestion à la source, la gestion de l'eau à la source par l'infiltration et le respect du cycle de l'eau constituent une voie d'avenir. Mais évidemment, nous n'avons pas eu pour objectif d'exclure pour autant d'autres alternatives qui peuvent être plus technologiques, plus ouvragées et peut-être plus habituelles,
qui peuvent rester parfois complémentaires. Et donc, nous avons tenté de construire un document qui soit le plus consensuel possible et avons pris le temps de la concertation avec l'ensemble des acteurs pour cela. Voilà, avant de laisser la parole aux prochains intervenants pour vous présenter plus en détail ce cas de définition, je voudrais quand même remercier particulièrement le groupement Qualitel, CEMAC et Michel Bénard de nous avoir fait confiance pour reprendre les travaux qui ont été initiés à l'île de la Réunion. Pascal Poirot, Étienne Saint-Aubin et Nicolas Asselet, les vice-présidents ou coprésidents de la commission aménagement, pour avoir porté ce projet au sein de la commission. Serge, pour avoir coordonné les travaux, et l'ensemble des contributeurs pour avoir permis d'aboutir à ce document qui est très qualitatif. Voilà, merci à tous et je vous laisse la parole pour la suite. Merci Rachel. Donc comme l'a dit Rachel, il existe un vocabulaire diversifié autour de la gestion des eaux pluviales. On entend des fois une gestion à la source, une gestion durable, alternative. Il était essentiel de commencer par un travail de définition de ce qu'est la gestion intégrée des eaux pluviales, que l'on appellera donc par la suite GIEP, qui ne dispose pas de définition officielle, réglementaire ou normative à ce jour. Donc, enfin, la manière dont on a travaillé, on a défini la GIEP comme une gestion de l'eau au plus près de son point de chute, en favorisant l'infiltration, la rétention et l'évapotranspiration des pluies plutôt que leur évacuation rapide. Et donc, elle repose sur des solutions surfaciques et perméables qui vont privilégier l'usage des espaces végétalisés, limiter les ruissellements et se rapprocher le plus possible du cycle naturel de l'eau. Donc, pourquoi parle-t-on de surface végétalisée, de solutions fondées sur la nature, en gros? Car gérer les eaux pluviales en pensant uniquement à l'eau, sans penser le sol, et le sol sans penser le vivant, c'est ignorer les leviers d'une gestion durable. Donc l'eau, le sol et le vivant constituent tous les trois un socle ou un triptyque indissociable de la gestion des eaux pluviales. L'eau est une ressource, un vecteur essentiel dans le fonctionnement des milieux. Elle transporte les nutriments, alimente les nappes et régule les températures et surtout façonne les paysages. Et donc, quand elle s'infiltre lentement dans le sol, elle recharge les sols et nourrit le vivant. Donc, la manière dont l'eau est gérée, en ville notamment, influence directement la santé des écosystèmes urbains. Ensuite, le sol n'est pas un simple support, c'est un milieu vivant. Et un sol vivant en bonne santé est une éponge naturelle, un filtre et un réservoir, un support de vie. Sa texture, sa porosité, son activité biologique, tout ça conditionne sa capacité à infiltrer et à retenir et à épurer l'eau. Donc, un sol compacté devient stérile, imperméable et dysfonctionnel. Donc, penser l'infiltration, c'est d'abord penser au sol, à sa qualité, sa préservation et sa régénération. Et en troisième lieu, le vivant, qui est le moteur du fonctionnement écologique, que ce soit en surface ou en sous-sol. En surface, c'est la végétation qui capte, stocke et rafraîchit par transpiration, donc l'évaporation par le sol et la transpiration par le végétal. Et en sous-sol, les vers, les champignons, les racines qui structurent, fertilisent et filtrent l'eau efficacement. Donc c'est le vivant qui active le sol et donc le fonctionnement hydrologique du site. Et sans lui, pas de régulation, pas de résilience. Donc, ces trois éléments, l'eau, le sol et le vivant, forment un écosystème dont la synergie est essentielle à la gestion de l'eau et à la biodiversité et bien sûr à l'adaptation de la ville aux aléas climatiques. Il est important aussi de remonter le temps pour comprendre comment la loi a peu à peu redonné une place à l'eau. Depuis 1964, avec la création des agences de l'eau, 6 bassins hydrographiques, 6 agences et une mission,
gérer l'eau là où elle tombe avec une approche décentralisée. Donc c'est un tournant. À l'époque, l'objectif, c'est surtout la ressource. On ne parle pas encore beaucoup du ruissellement urbain. Ensuite, en 1992, la réforme, donc une nouvelle étape clé, la réforme de la loi sur l'eau, on commence à comprendre que l'urbanisation dégrade le cycle de l'eau. Donc, on intègre, enfin, on fait intégrer le principe de compensation et de zonage pluvial. Donc, la loi impose le principe de non-aggravation des écoulements et introduit donc cette notion de zonage pluvial. Et on commence à voir les bassins de rétention dans les opérations d'aménagement dans le territoire. En 1995, la loi Barnier, on prend conscience des risques naturels. On commence à réglementer l'urbanisation en zones inondables. Donc l'eau devient un aléa, une contrainte avec les risques inondations et donc un risque à intégrer à l'urbanisme. En 2006 arrive la loi LEMA, donc la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, et les SDAG, donc les schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau, qui vont... euh, donc en fait, c'est la première loi, la LEMA, c'est la première loi qui fait... qui reconnaît formellement la gestion à la source, donc la gestion intégrée des eaux pluviales. On encourage cette gestion à la source et les collectivités sont responsabilisées et les agences de l'eau commencent à subventionner les projets qui infiltrent plutôt que ceux qui rejettent. Et les SDAG vont encore plus loin. Ils parlent de villes perméables, de villes éponges, de solutions fondées sur la nature. Donc ce n'est plus seulement une affaire d'assainissement, mais donc c'est devenu une question de ressources, de qualité de vie. En 2017, la loi GEMAPI confie aux intercommunalités la compétence sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Donc, pour la première fois, la cohérence territoriale devient obligatoire et donc le sujet dépasse la parcelle. Et récemment, en 2024, avec la réglementation des eaux impropres à la consommation humaine, donc l'EICH, qui va autoriser l'usage des eaux grises pour hydrater les sols. Parce que créer des espaces végétalisés, c'est très bien, mais il faut les arroser, surtout en période de chaleur. Donc, cette réglementation va permettre ceci grâce à la réutilisation des eaux grises. Donc, en parallèle à ces évolutions, la GIEP s'inscrit également dans le cadre de la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines, adoptée en 1991 et révisée en 2024, qui impose une réduction significative des rejets dans le milieu naturel et renforce les obligations d'autosurveillance des rejets pluviaux principaux. En plus, la réglementation française encourage clairement la déconnexion à la source des eaux pluviales et le plan d'action du ministère de la Transition écologique de novembre 2021 nous rappelle qu'il faut désimperméabiliser, végétaliser les espaces urbains pour infiltrer l'eau et la mettre au service du végétal. Voilà, donc au fond, ce que cette histoire raconte, c'est une évolution culturelle, parce que pendant longtemps, on a considéré l'eau comme un risque, un problème, un déchet à évacuer, et aujourd'hui, on la regarde à nouveau comme une ressource. Donc la GIEP, c'est justement cette transition, et la loi, progressivement, va dans ce sens. Et je donne la parole à Lucille qui va présenter les grands principes de conception de la GIEP. Oui, merci Serge. Bonjour à tous. Alors, Serge, du coup, c'est toi qui fais défiler, pardon, petit point technique. Oui? Oui, Ok, super. Alors, juste en préambule, effectivement, j'ai la charge du développement des sujets de gestion de l'eau pour le groupe Qualitel et j'ai notamment travaillé à l'élaboration des labels GIEP à l'île de la Réunion avec François Houtin et Michel Bénard. Donc aujourd'hui, on m'a confié la mission de présenter les grands principes qu'on a explicités dans ce guide et que l'on estime incontournables pour faire de la GIEP. Donc, je vais beaucoup me faire l'ambassadrice des propos de Michel dans ce petit exposé que je remercie d'ailleurs pour toutes les connaissances transmises et puis pour
le travail réalisé dans ce guide. Alors, le pilier en fait de la démarche GIEP tel qu'il s'est exprimé dans ce guide, c'est de ne plus créer d'ouvrages exclusivement hydrauliques. Donc, le grand avantage qu'on trouve à ça, c'est de diminuer les coûts d'investissement, les coûts de maintenance, d'ouvrages qui sont souvent enterrés, donc difficilement contrôlables et difficiles à entretenir. Donc, on va sûrement le redire hein, par la suite dans la partie mise en œuvre sur la mise en œuvre de la GIEP, mais la conception, elle doit vraiment rechercher à se rapprocher le plus possible du cycle naturel de l'eau par infiltration-évaporation, en utilisant des ouvrages plurifonctionnels et qui sont donc entretenus pour cette première fonction. Donc, quand on utilise un espace vert, qu'on lui ajoute une fonction hydraulique, ça reste un espace vert et il sera entretenu comme tel. C'est la même chose pour une chaussée réservoir. Ça reste une chaussée, une toiture, elle est conçue pour le stockage, mais avant tout, c'est une toiture. Donc, clairement, l'objectif de la GIEP, c'est de limiter les coûts d'investissement d'entretien tout en favorisant l'infiltration pour préserver le cycle de l'eau. Et clairement, pour répondre à cet objectif, seulement les ouvrages plurifonctionnels le permettent. Les autres concepts, ils sont en fait tous très liés. Beaucoup se recoupent, donc je m'excuse par avant, je vais me répéter. Mais on ne les a pas listés hein, par ordre d'importance. Voilà, ils sont tous clairement essentiels. Donc, le deuxième principe, c'est de mettre en œuvre une gestion à la parcelle. Donc, la surverse sur les réseaux, dans les réseaux existants, c'est franchement plus une solution qui est viable parce qu'on a des réseaux sur le territoire qui sont plus dimensionnés pour accepter les pluies intenses. Et ces pluies intenses, elles vont malheureusement devenir de plus en plus fréquentes. Donc, c'est dans les parcelles privées qu'on va pouvoir réussir à mobiliser le plus de surface. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas. C'est vrai qu'on s'inquiète beaucoup des eaux de toiture, mais les eaux du jardin, les eaux de la terrasse, les eaux du garage, enfin, elles sont déjà gérées à la parcelle. Le troisième principe, c'est de... Je les connais plus par cœur, pas par cœur, excuse-moi. Donc, c'est de gérer l'eau au plus proche du lieu où elle précipite. Donc, pour des questions de pollution, on va éviter effectivement de mettre l'eau en mouvement. On va limiter le ruissellement. On va éviter de cette façon à ce que l'eau lessive les sols, se charge en polluants en matière organique. Et donc, pour chaque bassin versant, pour chaque zone minérale, pour chaque descente de gouttière, on va essayer de trouver une surface de stockage et d'infiltration qui est dédiée. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'équipe de conception. On va revenir dessus, je pense, par la suite. L'architecte paysagiste qui doit réfléchir au chemin de l'eau. Donc, en préservant la topographie, en respectant les axes de ruissellement, les bassins versants, etc. Il faut faire en sorte de guider l'eau vers des espaces où elle pourrait être stockée et infiltrée. Le quatrième principe, c'est de rechercher l'infiltration la plus diffuse possible. Donc là, il faut effectivement faire en sorte de garder l'eau en surface. Donc de minimiser les hauteurs de stockage, de diminuer les temps de vidange, de favoriser l'évaporation, tout ce que dit Serge, de respecter l'eau, les sols, etc. Donc si on enterre l'eau, encore une fois, dans des ouvrages qui sont difficilement accessibles, on concentre les matières en suspension et on rend aussi difficile l'infiltration dans des surfaces qui sont trop petites. Donc, il faut rechercher à utiliser les premiers centimètres de terre végétale, donc qui, comme l'a dit Serge, a ce rôle d'éponge, donc il va diffuser l'eau sur des grandes surfaces. Et c'est vrai que dans le label GIEP Île de la Réunion, on parle même presque plus d'infiltration, mais on parle plutôt d'arrosage. Donc, il faut se servir du sol, de sa capacité de filtration naturelle et éviter de cette façon de recourir à un traitement type séparateur et hydrocarbures, etc. Le cinquième point, c'est vraiment de utiliser les espaces verts. Ce n'est pas dit comme ça, c'est la slide d'après, je crois.
Voilà, prioriser la gestion par des espaces végétalisés. Les espaces verts, ça, ils présentent de nombreux avantages, hein. Alors, à l'heure de la réglementation environnementale 2020, les espaces verts, la terre, le sol, ils ont un impact carbone considéré comme nul. Donc, c'est extrêmement bénéfique. En termes de biodiversité, donc si on cherche à infiltrer, à préserver la terre végétale, on utilise ses fonctions de nutrition, de dépollution, on régénère les sols, on recharge les nappes, on favorise l'évapotranspiration, euh, on lutte contre l'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc voilà, la végétalisation, les espaces verts, ça a plein d'avantages. Et en plus, pour l'amélioration du cadre de vie, pour le bien-être des habitants, c'est quand même plus sympa d'avoir une vue sur un espace vert, un parc, un jardin, plutôt que sur un bassin. Le point 6, c'est de favoriser un stockage le plus superficiel possible. Donc là, on rejoint le sujet de l'infiltration diffuse, hein, de ne pas enterrer l'eau, de ne pas concentrer l'eau. Et dans le label GIEP Construction Île de la Réunion, on a écrit qu'il n'existe pas de terrain où l'infiltration n'est pas possible et que l'infiltration, c'est avant tout une question de surface, de hauteur de stockage. Donc, il faut vraiment favoriser le traitement naturel de l'eau en surface, utiliser cette perméabilité de la première couche superficielle du sol. Et en plus, si je reviens sur le sujet des ouvrages artificiels enterrés, au-delà de leur aspect inesthétique, encore une fois, si on concentre l'eau, on nuit gravement à sa qualité. Le 7e principe, c'est de privilégier des dispositifs simples et pérennes. Alors là aussi, je me répète, mais il faut vraiment concevoir le projet en se rapprochant le plus possible du fonctionnement naturel du site et du cycle de l'eau, donc travailler sur le nivellement, la topographie, la terre végétale et tendre à simplifier les ouvrages conçus, encore une fois, pour leur première fonction. Ça va générer une diminution des coûts. Et donc rechercher le plus possible finalement à éliminer les ouvrages purement hydrauliques. Ouais. Ce qu'on a écrit aussi dans le guide et qui est important, c'est d'anticiper la gestion, l'entretien, les fonctionnalités de l'aménagement dès l'amont. Il faut impliquer les futurs gestionnaires, les services techniques, les usagers pour garantir la pérennité du fonctionnement hydraulique du site. Et puis, le 8e et dernier principe, c'est d'éviter de faire transiter l'eau d'ouvrage en ouvrage. Donc, il faut vraiment chercher à garder l'eau au plus près du lieu où elle précipite. On parle beaucoup du sujet de ralentir l'eau. Et en plus, si on allonge le chemin de l'eau, on va augmenter les volumes de stockage. Donc, ça va nécessiter de éventuellement créer des ouvrages supplémentaires de transit, puis stockage, etc. Donc, ça complexifie fortement le fonctionnement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire simple, donc en se basant sur des solutions fondées sur la nature, en respectant l'eau, son fonctionnement naturel et en respectant le sol. Voilà pour les principes. Merci Lucille. Je donne la parole à Pascal Poirot de l'UNAM qui va présenter les 7 bonnes raisons pour faire de la GIEP un réflexe de projet. Oui, merci Serge. Bonjour à toutes et tous. Alors, moi, je suis aménageur et je vais plutôt effectivement vous parler de la GIEP en tant qu'aménageur, en tant que maître d'ouvrage de l'aménagement. Mais ça a été dit en introduction, donc je le répète, on a vraiment travaillé sur une GIEP, construction, aménagement, voire rénovation quand il s'agit de rénovations très lourdes qui engagent également le quartier. Déjà, pourquoi faire de la GIEP un réflexe de projet? Philosophiquement parlant, compte tenu des présentations qui vous ont été faites à l'instant, je pense que vous l'avez compris, finalement, on laisse travailler toute une équipe pluridisciplinaire, mais
il n'y a pas un bureau d'études, et en particulier spécialisé dans la gestion de l'eau, qui va prendre le leadership à un moment donné pour dire la technique impose telle et telle contrainte au projet. Donc, c'est vraiment laisser travailler l'architecte, le paysagiste, l'urbaniste et évidemment les techniciens, mais pour faire finalement un projet fondé sur les solutions naturelles et qui va permettre en général d'aboutir à quelque chose de beaucoup plus intéressant et beaucoup plus valorisant pour le cadre de vie des futurs utilisateurs, soit du quartier, soit de l'immeuble, soit de la rénovation qu'on est en train de réaliser. Alors, évidemment que la gestion des eaux pluviales n'arrive pas en bout de chaîne, hein. C'est bien pour ça qu'il faut, dès le début, que tout le monde travaille ensemble pour trouver les meilleures solutions et surtout pour que tout ce qu'on vient de vous dire et de vous présenter sur l'infiltration, sur la perméabilité des sols, sur le paysage, soit respecté dès le départ. Sinon, on se retrouve au milieu de la conception du projet, à être obligé finalement de prendre des solutions qu'on prend depuis des années d'ailleurs, hein, donc qu'il faudrait maintenant oublier, de faire un petit peu des rustines entre guillemets. La deuxième bonne raison de faire de la GIEP un réflexe de projet, et ça ne vous étonnera pas en tant que maître d'ouvrage que je vous parle de ça, mais je pense que c'est aussi une idée bien partagée par les élus locaux, c'est diminuer les coûts, mais à tous les niveaux. Alors déjà, réduction des coûts d'investissement, forcément, puisque plus de tuyaux, ou en tous les cas moins d'ouvrages, même plus d'ouvrages du tout. On réduit les coûts de chantier, les coûts d'entretien et les coûts de traitement. Cette gestion à la source de l'eau, elle est basée sur des dispositifs qui sont très simples. Ça a été dit également, qui sont économiques parce que multifonctionnels. En effet, on n'utilise plus un espace pour gérer l'eau pluviale, on utilise un espace qui existe, qu'on a prévu exister, pour en profiter, pour gérer l'eau pluviale, ce qui est totalement différent dans la philosophie générale du projet. On a moins d'ouvrages enterrés, donc moins de terrassement, moins de maintenance lourde, et au passage, évidemment, moins d'émissions de CO2. Et puis, on a un allègement de la charge sur les réseaux publics et donc des économies pour la collectivité. Le deuxième grand point pour faire de la GIEP un réflexe de projet, c'est de respecter le cycle naturel de l'eau. Donc, quand on gère les eaux pluviales à la source, c'est-à-dire on les infiltre, on a de l'évaporation, on a un stockage naturel, on maintient des équilibres hydrologiques et on recharge les nappes. On est conforme au Code civil puisqu'on n'aggrave pas les écoulements. Et puis, on a moins de ruissellement. Alors, moins de ruissellement, c'est moins de pollution, c'est plus de régulation, mais moins de ruissellement, finalement, on limite naturellement les risques d'inondation puisque c'est l'importance d'un ruissellement soudain qui crée justement des inondations puisqu'on concentre l'eau à un même endroit, ce qu'il ne faut pas faire dans la GIEP qu'on est en train de vous proposer. Le troisième point, merci Serge, c'est que cette GIEP, en tant que réflexe de projet, elle favorise la biodiversité. Mais là aussi, moi, je vais redire ce qui vous a déjà été dit. Des espèces végétales diversifiées, c'est évidemment de la biodiversité puisque ce sont des habitats pour la faune et la flore. Ce sont des sols vivants, donc des micro-organismes, des racines, des mycorhizes, qui font des écosystèmes résilients. On a moins d'entretien intensif, donc plus de gestion écologique, puisque effectivement, on favorise encore une fois une gestion beaucoup plus naturelle que mécanique. Et puis, on intègre les solutions fondées sur la nature dans la trame verte et bleue urbaine.
On parlait d'économie, et c'est évidemment quelque chose d'essentiel à l'heure où on parle d'optimiser le foncier. Fin de la logique des bassins isolés qui sont en général sous-utilisés, puisque on s'est aperçu au fil des années que ces bassins, au mieux, entre guillemets, ils avaient quelques centimètres dans leur fond aux épisodes orageux les plus intenses. Et finalement, on a fait pendant des années des bassins très laids pour pas grand-chose et qui prenaient surtout beaucoup de place. Et on en a encore quelques-uns hein, quand le long de nos grandes voies de circulation, on voit encore ces horreurs qui n'apportent pas grand-chose au paysage, bien au contraire. On mutualise les usages, donc ça a été dit, un espace égale plusieurs fonctions. Donc on peut très bien faire un bassin d'infiltration qui soit un espace de jeu, qui soit un espace paysager, mais qui a toujours une fonction hydraulique. On gère les eaux sur tous les types d'espaces, que ce soit sur les voiries, sur les toits, sur les trottoirs et dans les parcs, donc les jardins, les espaces verts, etc., etc. Et on facilite la densification intelligente et donc une densification plus acceptable parce que tout en limitant l'artificialisation des sols. Donc ce ne sont que des atouts, que des économies et de toute façon c'est vraiment le sens du temps et tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur le développement durable. Le 5e point. On réduit, et là encore, tout ce qu'on vient de vous présenter et tout ce qu'on vient de vous dire, c'est évident, on réduit l'impact environnemental du projet qu'on est en train de concevoir, puisque nous sommes sobres à bien des niveaux, nous sommes durables, et nous sommes surtout simples, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser, encore une fois, une gestion absolument très, très, très compliqué à ceux qui vont en avoir la charge quand, en tant que maître d'ouvrage et en tant que maître d'œuvre, c'est-à-dire en tant que nos équipes seront parties. On fait moins de terrassement, donc moins de camions, moins d'émissions, je vous l'ai dit. On a des techniques gravitaires, moins d'énergie et de matériaux, et moins d'eau à traiter, donc on allège les stations d'épuration. On peut revenir à la slide précédente, excusez-moi, Serge, parce que vous avez sauté un peu rapidement là. Oui, désolé parce qu'il y a un écart entre l'écran et le Oui, son, donc c'est pour ça. pardon. Voilà, donc moins d'eau à traiter et finalement on allège aussi les stations d'épuration et on préserve les milieux naturels. Donc voilà, maintenant on peut passer à la slide suivante, si vous voulez bien. Toute la philosophie en fait de cette GIEP qu'on est en train de vous proposer, c'est évidemment de se préparer et de s'adapter à l'évolution des événements climatiques. On voit bien que les épisodes pluvieux sont de plus en plus soudains et intenses. Donc finalement, cette GIEP fondée sur les solutions naturelles se dimensionne, c'est un dimensionnement parfaitement adapté aux pluies extrêmes. Et on a parlé tout à l'heure de l'opération de la Réunion qui nous a servi de base pour ce travail. Michel Bénard nous expliquait récemment qu'à la Réunion, finalement, l'opération qui a été réalisée est adaptée aux pluies trentenales, sauf que les pluies trentenales de la Réunion, ça vaut les pluies centenales en hexagone, pour vous faire une petite comparaison. Stockage plus infiltration, c'est finalement une réponse progressive selon l'intensité de la pluie. On réduit les îlots de chaleur urbains et puis on a des solutions résilientes. Et tout cela, finalement, c'est au bénéfice de chacun,
puisque on offre un meilleur cadre de vie à tous, avec plus d'espaces végétalisés, donc plus de lieux de détente, plus de lieux de convivialité qui favorisent le lien social, et puis plus d'îlots de fraîcheur pour lutter contre le réchauffement climatique. On réintègre la visibilité de l'eau dans les villes, alors que pendant des années, on a plutôt cherché à la cacher et à la contraindre. Donc finalement, on a de plus en plus une culture de l'eau vivante. On voit d'ailleurs que dans des projets aujourd'hui, on rouvre des rues ou des ruisseaux qui jusqu'à là avaient été busés. On a une ville plus esthétique parce que plus naturelle et donc plus apaisée. Et puis tout cela peut également servir de dispositif pédagogique pour impliquer le plus tôt possible les citoyens et les élus, puisque c'est vrai aussi, et il ne faut pas l'oublier, que tant que ça ne sera pas complètement habituel, il faudra faire beaucoup de pédagogie pour faire accepter que parfois l'eau, elle peut créer, après une grosse pluie, un gros orage, on peut avoir devant chez soi une flaque qui reste pendant 1 heure. C'est pas grave. Voilà, c'est le temps que ça s'évapore, mais c'est normal. Quand l'eau tombe du ciel, c'est un petit peu logique qu'on la retrouve à notre proximité. Merci Pascal. Je passe la parole à Nicolas Asselet de la Fédération des Scott pour nous parler de la gestion hydro-responsable et donc le rôle de chacun. Merci Serge, bonjour à toutes et tous, et merci Pascal d'avoir passé le relais en évoquant la question des les élus que nous sommes. Comment on aborde cela? Eh bien justement, on l'aborde à toutes les échelles possibles, et c'est nécessaire d'avoir cette vision à la fois micro et à la fois macro, et je le dis bien volontairement à la fois de, de de bien prendre en conscience cela de manière à mieux vivre avec l'eau, mieux vivre avec le risque eau et mieux vivre avec la ressource eau. On l'a vu avec tout ce qui était présenté depuis le début, et l'approche des élus rejoint l'approche des professionnels avec deux objectifs. Faire une économie réelle sur les coûts et faire une économie, je veux dire, faire une économie sur le risque. Limiter le risque et maximiser le gain. Alors le gain, il n'est pas spécialement en argent. Le gain, il est aussi humain, il est aussi vivant. On a beaucoup parlé depuis le début que l'eau est un phénomène vivant. Et donc on part d'un projet que l'on va imaginer à l'échelle d'un bâtiment, d'une parcelle. Bah oui, mais il n'est pas isolé. Il trouve sa place dans un quartier, dans un îlot, dans une ville, dans un territoire. Et ce territoire, il trouve sa place dans un bassin versant. Et c'est là où on va regarder la question du petit cycle de l'eau, du grand cycle de l'eau, et comment ça se passe. La première chose que l'on commence à faire, et c'est nécessaire d'impliquer tous les acteurs qui vivent, qui travaillent, comment ça se passe? On regarde, on relit un peu l'histoire. Tiens, les dernières crues, les dernières pluies. Euh, de manière à ne pas être né de la dernière pluie, comme on dit, justement à ne pas être pris de court et se dire, tiens, comment ça se passe? Comment l'eau se passe? Un exemple que je cite sur ma ville, à Vendôme, en Centre-Val de Loire, à chaque fois qu'il y a une grande crue, et ça, quand on relit l'histoire, on le comprend, la crue commence par une rue où on n'imaginerait jamais que la crue commence par là. Et la première rue qui est inondée, c'est un faubourg, mais quand on relit l'histoire, c'est le lit historique du Loir. Et la rivière reprend son lit historique. On parle d'éléments vivants tout à l'heure. Eh bien, c'est un peu ça. Eh bien, la manière de repenser, c'est, tiens, comment ça se passe? On regarde à toutes les échelles. On vise quelque chose de plus naturel possible, parce que l'eau va aller rechercher son milieu naturel d'emblée. Donc, facilitons-lui la tâche de retourner à son milieu naturel. Et plus c'est naturel, moins c'est coûteux. Moins c'est coûteux en investissement, moins c'est coûteux en fonctionnement. La collectivité regarde les deux. De la même manière, une entreprise pour son site, des citoyens pour son habitation, et évidemment les élus pour les élus ou les aménageurs, parce qu'on a quelques lotissements qui sont en gestion aussi déléguée et qui sont de gestion privée. Donc on rassemble autour de la table
les collectivités, les professionnels, les gestionnaires, aussi les citoyens, parmi les usagers, les entreprises, parce qu'on n'oublie pas le foncier économique et l'aménagement économique du territoire, les associations, notamment les associations environnementales, qui mènent des travaux d'observation, de connaissances fines, à la fois des questions, Serge a évoqué la terre, la biodiversité, tout le vivant qui nous entoure, mais associations aussi d'usagers, et évidemment les services de l'État, les agences de l'eau, qui sont aussi des professionnels, chacun comme à l'Alliance. On a un bout de la vision du sujet, chacun avec notre prisme de vision, on regarde la même chose. On ne peut pas dire que les autres ont tort, par contre la vision est complémentaire. Donc c'est vraiment capital. Et quand on élabore un schéma de cohérence territoriale, je préside un schéma de cohérence territoriale, donc document stratégique de planification territoriale à 20 ans sur les thématiques de transition, d'habitat, d'économie. Tout cela est lié vraiment au document d'aménagement du territoire et on vise l'aménagement le plus naturel possible. Eh bien, on fait ce travail à la fois à 360 d'acteurs et ce travail à 360, je veux dire, d'échelles ou de différentes hauteurs d'échelle. Ce qui nous invite à repenser l'eau à toutes ces échelles. Et même comme élus en charge de l'aménagement du territoire, on travaille de plus en plus avec nos collègues élus qui ont d'autres délégations, notamment les questions de l'eau. Et on resserre les liens de plus en plus là entre la Fédération des SCOT et l'Agence nationale et l'Association nationale des élus de bassin, justement des élus en charge des questions de bassin versant. Et ça nous invite pour avoir cette vision hydro-responsable, cette vision territoriale hydro-responsable, à actionner 3 leviers. Le premier levier, c'est le levier du changement des pratiques. Moins de tuyaux, moins de techniques pour beaucoup plus de vivants, pour beaucoup plus de spontanés qu'on appellerait naturels aujourd'hui. Ce qui veut nous dire on donne la priorité au chemin de l'eau. L'eau, si on la canalise trop, à un moment, on le sait, et les crues centenales ou trentenales nous le rappellent, reprend ses droits, vous ne m'aurez pas comme ça. C'est un peu le chemin. Et bien donc, apprenons à vivre avec le risque comme avec le manque. Là, on parle de la gestion des eaux pluviales plus dans une dynamique de risque d'excès, mais il faut nous préparer aussi au risque de manque, d'où la nécessité d'une infiltration la plus naturelle possible pour limiter le manque, parce qu'on l'aura déplacé à un endroit où il y en aura en excès et on ne l'aura pas mis à un endroit où elle risque de manquer. Donc de donner la priorité au chemin naturel, spontané de l'eau via la topographie, l'infiltration. D'apprivoiser l'eau et de s'adapter à elle. On s'apprivoise notre vivant et on se respecte notre vivant au lieu de la dompter, de la soumettre, comme si on se jugeait supérieur à l'eau, mais elle reprendra ses droits. Et puis d'éviter, on l'a dit depuis le début, je ne vais pas développer davantage, et Étienne reviendra plus en détail ensuite, d'éviter le tout tuyau et de passer à vraiment une analyse, une observation pour vivre avec l'eau. Donc, c'est ces phases d'esquisse, de nivellement et d'eau. Le deuxième levier, c'est la meilleure information, la meilleure coordination. Ça nécessite de partager cette info, de former tous les acteurs à la GIEP, à cette approche de l'observation et puis de la recherche d'économie, de décloisonner les métiers. Et ça vaut aussi au sein d'une collectivité, de nous décloisonner entre élus, parce que chaque élu, voilà, a sa délégation et on peut la vivre de manière enfermée. Mais non, j'ai besoin de la vérité des autres et j'ai besoin du regard des autres de la même manière dans nos services de collectivité et de la même manière entre public et privé. C'est capital de décloisonner cette approche pour mieux servir l'eau et servir nos territoires et réussir une opération d'aménagement. L'opération d'aménagement, elle n'est pas réussie le jour où on coupe le ruban. Elle est réussie le jour où on coupe le ruban et après où les gens disent c'est génial ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'on est bien ici. Voilà, c'est vraiment cela. Et ça nécessite de décloisonner pour réussir ensemble. L'observation, la conception, l'exécution, la gestion et le suivi. Et puis de favoriser à la fois ces retours d'expérience pour essaimer des bonnes pratiques et le suivi, et d'où cette question du suivi dans la durée, parce que la bonne expérience, ouais, elle est jolie, mais elle est bonne parce qu'elle tient dans la durée, parce qu'elle a porté des fruits, et le retour que notre collègue qui a travaillé à La Réunion nous a beaucoup parlé au cours de ce groupe de travail traduit vraiment cela, ça porte des fruits géniaux, moins coûteux en investissement, moins coûteux en fonctionnement, et en plus,
moindre exposition au risque. Et puis, le troisième levier, c'est la phase d'après, d'encourager, de valoriser via le suivi, de valoriser via la communication, mais pourquoi pas en récompensant labels, concours, ou aussi de récompenser ce service écosystémique que remplit l'eau la plus naturelle possible. Et ça, c'est un travail de lobbying que nous faisons, nous, élus des SCOT, vis-à-vis des pouvoirs publics ministériels et aussi législatifs, pour qu'à un moment, ça se traduise par un vrai avantage. En gros, que la fiscalité récompense aussi les pratiques vertueuses qui nécessitent des réelles économies de deniers publics et de deniers privés. Et puis de créer via cela une dynamique collective à long terme en repensant vraiment le schéma, la vie avec l'eau de manière à mieux cohabiter, je veux dire, co-vivre avec l'eau, mais qui est un élément vivant dont on a besoin vraiment pour vivre. D'où notre environnement et notre cadre de vie durable. Et là, on rejoint l'objectif premier de l'Alliance. Merci Nicolas. Et je passe la parole à Étienne Saint-Aubin pour la dernière partie sur la mise en œuvre opérationnelle de la GIEP. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais parler du coup plutôt de la mise en œuvre, la partie technique, donc plutôt équipe technique, maîtrise d'œuvre, conception. Alors tout d'abord je vais parler de la philosophie. À partir du moment où on veut mettre en œuvre un système de GIEP fondé essentiellement sur la nature, ça ne peut plus être une prestation ponctuelle, donc ça veut dire que c'est plutôt un management de projet vraiment spécifique. Et c'est pour ça que là, on vous présente ce schéma qui est en fait le même que la démarche HQE aménagement, avec des étapes, lancement, analyse initiale, choix des objectifs, mise en œuvre, action et bilan. Et donc, ça pose la question en fait, du pilotage de l'opération. Et donc, si on démarre sur la première étape, merci Serge. Voilà. Du coup, sur le lancement, en fait, ça va être la première étape. Elle va être un peu, moi je l'appelle un peu politique et technique, dans le sens où il va falloir commencer à fixer un peu le cadre global, identifier les enjeux globaux, là, que ce soit topographie, usage, définir quel niveau de performance et d'objectifs environnementaux on veut sur le projet, et également aller prendre aussi un peu la température des niveaux de performance entendus, parce que on a quand même un cadre réglementaire de toute façon à respecter, que ce soit avec les gestionnaires, les DDT, sachant qu'on a toujours une marge un peu d'appréciation avec eux à partir du moment où on a des projets un peu innovants. Et surtout, derrière, ça va être de sélectionner donc une maîtrise d'œuvre qualifiée, donc en gestion intégrée des eaux pluviales, et qui va être compatible avec l'équipe pluridisciplinaire. J'insiste sur ce point dans le sens où c'est vraiment une équipe, c'est-à-dire c'est pas chacun en silo qui va travailler, parce qu'on va avoir des conceptions itératives. Donc il faut vraiment que l'équipe en fait, de conception fonctionne soit à l'écoute du maître d'ouvrage, des élus, des futurs habitants, dès le départ. Ça, c'est impératif pour que ça se passe bien. Voilà, donc si on passe ensuite, une fois qu'on a fixé donc, notre équipe, on arrive à l'étape pour moi, c'est l'étape essentielle, c'est l'analyse initiale. Donc, mes collègues camarades en ont déjà beaucoup parlé. C'est d'abord, on se pose et on prend le temps de l'observation. C'est-à-dire, on fonce pas sur la conception de suite, surtout pas. On prend vraiment le temps d'aller voir où l'eau s'écoule, où elle s'infiltre, qu'est-ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qui se passait aussi avant. C'est là où on peut aller questionner les riverains, les élus, qui ont souvent ils ont un retour qui est beaucoup plus important que nous. Ils savent mieux ce qui se passe parce qu'ils sont là depuis plus longtemps. On prend aussi tous les études de planification pour être sûr voilà, d'avoir une vision qui est suffisamment large. On ne s'arrête pas à la parcelle, au terrain. Maintenant, c'est devenu une évidence, mais ça fait du bien de le rappeler, de voir un peu ce qui se passe en amont, en aval. On est aussi dans une société qui va beaucoup plus vite qu'avant, donc c'est important d'essayer d'avoir en connaissance des projets qui peuvent avoir lieu ou qui sont concomitants pour avoir une bonne vision des impacts cumulés. Voilà. Et donc, du coup, normalement, avec tout ça, à la sortie, l'équipe a une vision en fait 3D en fait, de ce qui se passe, voilà, de l'écoulement, y compris un peu la nature du sol, voilà, les vitesses d'infiltration, tout ça, tout ce qui se passe.
Du coup, on peut du coup passer. Alors voilà, ça c'était quelques exemples, mais assez simples. C'est voilà, avant de faire quel que soit le projet, c'est essayer de penser avec des schémas en fait de comment ça marche, voilà, les écoulements, qu'est-ce qui se passe, quels sont les points un peu durs, les points compliqués, et surtout d'échanger, de partager cette analyse avec les élus, avec les riverains, enfin avec un maximum de personnes pour qu'on ait un modèle en fait qui colle à la réalité. Et ça, il faut se nourrir de l'histoire, et donc ça, il faut aller la chercher. À partir du moment où on a fait tout ça, on peut commencer à réfléchir à faire un projet, quoi. À faire vraiment un projet. Et donc, du coup, là, on arrive à l'étape 3, choix et contractualisation des objectifs. Donc, c'est important d'intégrer la GIEP dans les marchés et cahiers des charges, que ce soit en maîtrise d'œuvre. Enfin, là, on ne parle pas encore travaux, hein. Dès la conception, la commande. Donc, il faut que ce soit dans la commande de l'architecte, du paysagiste, du maître d'œuvre qualifié, enfin, de toutes les parties prenantes. Parce que derrière, ça va nécessiter un temps d'analyse qui est quand même par rapport à on va dire, une étude traditionnelle où c'est commandé, livré, voilà, ça va être beaucoup plus important. Le temps de conception va également être plus important, les échanges plus importants. Donc en fait, il est vraiment essentiel que tous les partenaires aient bien intégré ces notions-là dans leurs réponses et que donc leurs prestations comprennent tout ce temps, puisque ce temps amont, en fait, permet en aval de faire des économies, comme l'a dit Pascal. Voilà. Une fois qu'on a donc sélectionné, qu'on a intégré ça, ben là, on va commencer à faire un projet. Alors, donc, on en est à l'étape 4, conception et choix des actions. Donc là, c'est là où en fait on démarre vraiment la conception du projet. Et donc, bon, ça a déjà été dit, mais il faut que la GIEP s'intègre dès le plan de masse. C'est-à-dire, il y a les pentes, les seuils, mais comme la composition du projet doit respecter les actes de circulation naturelle de l'eau qu'on a étudiés en analyse initiale, ça veut dire qu'en fait, on va travailler sur les différents espaces, que ce soit les espaces bâtis, les espaces non bâtis, les espaces perméables, imperméables. Et en fait, on a un travail donc collaboratif avec l'architecte paysagiste, l'urbaniste. On a un travail vraiment collaboratif et la GIEP ne vient pas se superposer sur un projet, elle vient nourrir le projet et en fait elle vient adapter. Et donc, bon, Lucille l'a bien expliqué sur les principes de conception, je n'y reviens pas. Non, pardon. De la GIEP, mais ce qu'il faut vraiment penser, c'est que c'est pas du coup un réseau, c'est vraiment un circuit naturel de l'eau, et donc c'est là où on est obligé de penser en fait en termes d'altimétrie, la voirie, les bâtiments, les espaces, tout ça ensemble. Et ce qui est important aussi, c'est que la végétation, elle doit être locale, elle doit être adaptée au climat, mais aussi adaptée à l'emplacement. C'est-à-dire qu'il y a un travail avec le paysagiste sur, eh bien, là, si je mets des ou des plantations dans une noue ou une partie un peu plus surélevée, ça va pas être le même type de végétation parce qu'elle va pas recevoir la même quantité d'eau au fur et à mesure de sa vie. Voilà, donc il y a tout ce travail-là à faire en amont. Ensuite, c'est bon, Serge. Ensuite, on en arrive à vraiment la mise en œuvre. Donc là, on est sur la phase DCE, exé, réalisation. Ce qui est très important, c'est de produire des plans d'exécution détaillés, c'est-à-dire le plus de plans, coupes, schémas qui explicitent clairement en fait le fonctionnement, parce que bon, les mentalités évoluent petit à petit, mais c'est vrai que du coup, il faut que tout le monde le comprenne bien, et c'est pour ça que on a insisté sur le fait de former les équipes de terrain, c'est-à-dire on ne fait pas juste un projet et puis après on le laisse partir entre guillemets dans la nature, on ne le suit plus. Non, il faut accompagner en fait même sur le chantier, les premières réunions, parce qu'il faut accompagner les entreprises et les compagnons qui vont réaliser. Ils n'ont peut-être pas l'habitude. Donc, il faut bien leur expliquer la philosophie, le fonctionnement. Et en général, ça se passe très bien. Alors que s'ils ont juste des plans, des coupes, des maîtres, bon, ils font ce qu'ils estiment devoir faire. Et là, ça peut poser des problèmes parce qu'on peut avoir un fonctionnement qui est complètement dénaturé et on peut avoir des gros problèmes de fonctionnement. Et après, ça peut paraître bête, mais du coup, préserver les zones d'infiltration pendant un chantier, ça veut dire limiter les interactions en fait, sur le chantier. Hop, c'est bon, on peut passer à la 6. Une fois qu'on a fini en fait le projet, le chantier, ça ne suffit pas de s'arrêter là, ça a été déjà dit. Il faut voir un peu un bilan, une capitalisation.
Donc ça veut dire qu'il faut communiquer, on a déjà communiqué en amont avec les futurs usagers, mais il faut communiquer sur notamment les premières années, sur l'entretien, c'est-à-dire si, voilà, si on a la végétation faisant partie intégrante en fait, du système, il faut s'assurer qu'elle est bien prise, qu'elle est bien entretenue. Si c'est des fauches tardives, il ne faut pas qu'il faut tous les mois, voilà, il faut s'adapter et avoir ce suivi régulier. Et surtout, il faut capitaliser les retours d'expérience pour les futurs projets. Parce que enfin, moi, je suis assez jeune, mais je vois qu'il faut beaucoup, beaucoup de temps en fait, pour avoir des vrais retours. Et surtout, on a un climat qui évolue. Donc, après chaque événement un peu exceptionnel, en fait, on essaie d'aller voir un peu ce qui s'est passé dans les endroits un peu sensibles pour voir comment ça s'est comporté. Donc, si on fait quelques exemples, alors ça, c'est un réaménagement de rue. Ça, c'est plutôt un exemple enfin, qui a marché et qui n'a pas marché. Si on prend en bas à gauche, là, c'était à la livraison. Donc, on a créé un piétonnier qui est 100% perméable avec du sable calcaire naturel, enfin, qui permet l'infiltration. Tout le monde était très content. On a même pu faire des plantations dedans avec paysagiste, service technique de la mairie. En haut à droite, c'était le même sable un peu vieux. Il n'y avait pas eu trop de problèmes d'entretien. Et finalement, oui, en bas à droite, pardon, il y a eu un problème d'entretien. Et en haut à droite, il n'y avait pas de problème. Et en bas à droite, on le voit après 6 mois, en fait. Là, ça n'a pas arrêté de pousser. Et donc, c'est vrai qu'on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est des petites choses qui paraissent insignifiantes, mais celui-là, il est côté nord des clôtures. Donc, on pense qu'en fait, bah, du coup, ça pousse plus vite. Donc, c'est là où il faut penser en fait en amont à plein de petites choses que l'on ne pensait pas, parce que quand on fait des fondations, des solutions pardon, fondées sur la nature, eh bien, la nature elle reprend toujours ses droits. Et typiquement là, on va dire que ça pousse un peu vite par rapport aux attentes de la mairie. Donc pour les prochains, on recorrige en pensant en fait à des petits systèmes par rapport à l'ombrage. Voilà. Et si on continue, un dernier petit exemple pour conclure. Donc ça, c'est une opération qui est ancienne, qui a une dizaine d'années déjà. Mais en fait, l'espace central permet toute la gestion des eaux pluviales là, d'un petit quartier là, de 10 logements, là, d'un petit lotissement de 10 logements. Et on avait mis la zone drainante au milieu qui permettait de faire piétonnier. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, en y retournant régulièrement, c'est qu'en 5 6 ans, on le voit entre la gauche et la droite, les arbres commence à être très sympa et c'est très agréable. Et on voit que l'arrosage, il n'y a pas du tout d'arrosage automatique, c'est un arrosage 100% naturel, il n'y a eu aucun apport. Ça s'est passé très bien malgré les canicules. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci Étienne. Donc pour conclure en quelques mots, vous l'avez bien compris, la GIEP représente une opportunité économique, environnementale et sociale pour repenser la gestion de l'eau en adoptant des solutions simples, économes, cohérentes aux différentes échelles. En gros, elle repose sur les 4 engagements indissociables de la démarche HQE qui sont la qualité de vie, le respect de l'environnement, la performance économique et le management responsable. Donc tous ces éléments et bien plus sont bien présents dans le cadre de définition que vous recevrez à la suite de ce webinaire pour les personnes qui ont coché OK lors de leur inscription. Et sinon, toutes nos ressources, donc les ressources de l'Alliance HQE-GBC sont disponibles gratuitement sur le site internet hqegbc.org. Et avant de passer au temps d'échange, donc nous remercions encore une fois tous les participants au groupe de travail GIEP. Donc on n'a pas le temps de les nommer un à un, mais entre autres remercier donc bien sûr Lucille, Pascal, Étienne, Nicolas, Michel Bénard qui est expert hydrologie aménagement, l'ADOPTA, les agences de l'eau et notamment Vincent Nalin et Bilal Lafrite, Muriel Solé du CEREMA, Quentin Métré de l'UNEP, et bien enfin, beaucoup d'autres personnes qui vont participer à la production de ce travail. Donc, 2 petits mots avant de passer au temps d'échange. Nous lançons un appel à retour d'expérience pour identifier, valoriser toute bonne pratique, action, initiative, donc toute opération qui répondent aux enjeux de la GIEP qu'on a présenté aujourd'hui. Donc, ce sont des cas concrets que vous pouvez partager avec nous pour euh, créer des fiches Rex et les publier sur le site de l'Alliance et nos canaux de diffusion.
et pour les valoriser avec vous lors de prises de parole, lors d'événements de l'Alliance, de nos partenaires, pour une meilleure visibilité pour vos projets et vos pratiques exemplaires. Donc, il y en a des personnes qui ont déjà coché OK lors de l'inscription pour partager des retours d'expérience et enfin, en tout cas, n'hésitez pas à envoyer un mail pour me faire part de vos retours. Donc, je vais désactiver, donc arrêter le partage. Comme ça, je vois qui veut prendre la parole. Il y a peut-être des questions dans le chat. Je- Euh, alors, il y a une question dans le chat de Sophie Gentil. Bonjour, comment intégrer les concepts de la GIEP quand on a un sol de type argileux et donc faiblement perméable, ce qui peut être fréquent en région PACA par exemple? Alors, qui souhaite répondre Enfin, moi, je veux bien parce que enfin, je sais pas si ça s'entend l'accent, mais je suis du côté de Toulouse et au niveau argileux, on a des secteurs où on est pas mal. On a les deux. On a des secteurs très infiltrants, des secteurs très argileux. Ben, la problématique, c'est une histoire de place et d'espace. C'est qu'en fait, on considère toujours qu'on a très peu d'espace. Enfin, on considère qu'on a très peu d'espace parce on a cette vision ancienne de penser il faut le localiser, l'eau. Mais quand on prend tous les espaces disponibles, on s'aperçoit qu'on arrive toujours à infiltrer un petit peu. Et dans les terrains argileux, il y a toujours des circulations d'eau. Moi, je sais que sur la plupart des chantiers argileux, on a toujours des petites veines de sable, ou des choses qui se passent. Et donc, moi, le principe, c'est plus on s'étend, et plus on a de chances qu'en fait, que l'eau elle, s'infiltre le plus facilement possible, mais on arrive à faire des systèmes GIEP dans les sols argileux. Mais effectivement, en termes de place, il faut optimiser et avoir une plurifonctionnalité sur quasiment l'essentiel du projet. Je sais pas, Michel Bénard, il va pouvoir répondre. Vas-y, t'as le micro Alors, coupé. Michel, vous pouvez activer votre micro. Voilà. Moi, je disais que c'était pour rebondir sur ce que, bonjour à tous, d'ailleurs, pour ce que vous avez présenté, c'est qu'il faut se placer au-dessus de l'argile. C'est que on met davantage de terre végétale et puis on demande à la terre végétale de faire le boulot, c'est-à-dire comme l'éponge, de se charger en eau, de la restituer, surtout en été, davantage par évaporation, pas rechercher l'infiltration, parce que de toute façon, il pleuvait déjà avant. Et l'erreur à commettre, c'est effectivement justement de creuser dans la couche d'argile pour y ancrer des ouvrages, parce qu'une fois qu'on mettra l'eau dedans, elle ne ressortira plus. Donc à travers le nivellement et un renforcement de la terre végétale, eh ben, on crée une éponge. C'est comme si vous mettiez, je prends toujours cet exemple-là, le premier sujet, c'est on a une table tous en bois, donc c'est de l'argile. Si on verse de l'eau dessus, elle finit par couler tout de suite. Si sur la table, on met un tapis en mousse et qu'on verse de l'eau, ben, le tapis en mousse se gave d'eau. Et si on arrête de verser l'eau avant que ça déborde, ben, le tapis en mousse, il sèche. Et moi, je propose de faire ça, sachant que les tables, c'est à l'argile, en vrai, elles sont jamais tellement plates, et que donc, du coup, l'eau coule sur l'argile. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, et pourtant, c'est très simple, hein. Merci, Michel. Est-ce qu'il y a des personnes, enfin, des questions ou des réactions? Alors, dans le chat, une question. Auriez-vous un document qui compare la perméabilité de différents sols, par exemple terre nue, pelouse, bosquet, différents revêtements perméables? Et y a-t-il une base de données des paysagistes et jardiniers formés à la GIEP? Alors, concernant le premier document qui compare la perméabilité, donc à l'Alliance, on n'a pas ce type de document, mais je ne sais pas si parmi les présents, les entreprises ou euh, si vous connaissez l'existence de ce type de document.
Moi, je suggère surtout de ne pas le faire, cette comparaison. Parce que comme on ne sait pas mesurer la perméabilité sérieusement, si on commence à faire ça, il faut vraiment changer de paradigme. C'est-à-dire de dire, je ne veux pas être provocateur, mais par exemple, quand j'étais en activité dans les projets, je ne mesurais pas la perméabilité, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le facteur de charge, c'est combien de mètres carrés d'étang je mets dans 1 mètre carré de sol. Voilà. Et donc, plus j'ai l'impression que le sol est pas très bon, moins je mets de mètres carrés, quoi. Mais, et c'est une réponse qui est plutôt une réponse de gens de terrain que des valeurs à comparer dont on sait que la façon de les mesurer avec l'outil de mesure est très, très aléatoire. Alors, une autre question. Alors, juste pour répondre aussi sur la liste des paysagistes jardiniers formés à la GIEP, il faut peut-être voir avec l'ADOPTA aussi, et pour dire aussi que Lucille, peut-être un mot sur la GIEP, les formations GIEP. Que vous... Alors, qualité de formation, oui, on délivre des formations sur, euh, pour être coordinateur d'un projet GIEP, on va dire. Euh, voilà. Oui, et puis on demande des référents GIEP. Alors là, c'est plus dans le cadre du label GIEP Aménagement, où c'est des formations spécifiques pour réaliser cette mission. Et donc, effectivement, les architectes paysagistes sont entreprises, TP, paysages sont les bienvenus. On prend peut-être une Je dernière ne sais pas, question. pardon Serge, Oui, peut-être côté oui, bien sûr. UNEP, je ne sais pas également si vous avez des paysagistes formés. Le micro est coupé. Oui, 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 Ah, pardon, c'est pour ça. Ok. Alors, Oui, du coup, côté UNEP, donc on a un annuaire qui existe pour les entreprises du paysage. Par contre, on n'a pas identifié la compétence JM, donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de partir à ce type de réunion. Donc nous, après, on peut adopter pour leur dire, vous cochez ce que vous savez faire de la JEP ou pas. Voilà, donc là, c'est une demande. Nous, après, on peut ensuite faire évoluer nos critères de sélection pour les entreprises adhérentes. Mais on a déjà, par exemple, en gynécologique, et gynécologique sont tous formés à la JEP, à titre d'exemple. je Et à la fais GIEP naturelle, Ouais, c'est ça. à la GIEP naturelle, le cadre de définition sur lequel on a travaillé, ça peut permettre de faire évoluer les formations au bénéfice de solutions beaucoup plus naturelles, je pense. Et ça, sachant que nous, on fait un gros travail sur la partie travaux en JEP, justement, donc tout ce qui est comparaison des sols de perméabilité. Alors, pas pour dire on rend perméable ou pas, mais c'est plutôt pour savoir quelle palette végétale on met dessus, et donc adapter sa palette végétale. Et donc, justement, dans certains projets, le mieux, par exemple, c'est de mettre des arbres à racines plongeantes qui peuvent venir après pomper l'eau. Parce que justement, si l'eau descend sous l'argile, pour pouvoir la récupérer, c'est les racines d'arbres après qui peuvent venir la pomper pour la faire remonter. Donc souvent, en fait, on parlait en version 2D, donc une surface, et en fait, le sol, c'est version 2D et 3D, c'est en profondeur et en surface. on va prendre une dernière question parce qu'on a dépassé le temps prévu. Donc, de la part de Lucille Rousset, quelles sont les bonnes pratiques en termes de dimensionnement des surfaces permettant la GIEP? Les limites des études d'infiltrabilité sont évidentes, notamment car on ne prend pas en compte les possibilités d'évapotranspiration. Qui souhaite répondre? Je crois que Michel a répondu tout à l'heure, c'est que en fait, il y a les surfaces imperméables et les surfaces perméables et naturelles. Et il faut le bon ratio, en fait. C'est trouver le Oui, bon ratio de stockage. de plus en plus, on travaille comme ça. C'est qu'au lieu de faire des débits, des calculs, débits entrants, débits sortants, de perdre son temps tous ensemble à chicaner sur ça fait 5, 10 moins 6, 3, 10 moins 7, enfin tout ça, on est mieux de travailler sur un facteur de charge, c'est de dire en plus, ça fait écho à tout ce qu'a dit Pascal sur la densification, etc. De plus en plus, comme les PLUI imposent des pleines terres jusqu'à 30%, etc. C'est-à-dire que si vous prenez un projet où le PLU impose 30% de pleine terre, ça veut dire que dans le pire des cas,
on a 2 mètres carrés étanches dans 1 mètre carré, puisque 30% de pleine terre, enfin à peu près, qu'on a un tiers. On a un tiers de pleine terre et donc on a 2 tiers minéral. Et donc on demande à 1 mètre carré d'en boire 2. Voilà. Donc ça veut dire que si on est capable de faire un projet où on mobilise toute la pleine terre, on est sur un facteur de charge de 3. Et à ce niveau-là, on se moque pas mal de la perméabilité. Par contre, si on commence à être dans des facteurs de charge de 10, 20, 30, comme quand on voit souvent, c'est-à-dire on collecte toutes les eaux, puis après on fait un trou dans un espace vert, là effectivement, on a un souci. Donc là, dans le détail, pour regarder ça, dans le détail du guide, enfin pas du guide, mais du référentiel JEP de la Réunion, après, quand on arrive dans l'opérationnel, on a ces formules empiriques qui sont tout à fait accessibles aux architectes et qui, du coup, leur permettent de composer leur plan masse en intégrant gouttière par gouttière un facteur de charge qui fait qu'à la fin, quand on passe en calcul, eh ben, il n'y a pas de problème. Et du coup, pour rebondir là, sur ce qu'avait dit Monsieur Maitrea, c'est la végétation, elle est vraiment importante parce que l'éponge, elle est plus grosse quand il y a une végétation adaptée dessus. Enfin, et ça répond un peu à une question là, par rapport aux écologues. Moi, je sais que quand on étudie là, tout ce qui est zone humide, on est toujours très surpris. Il y a des secteurs, il n'y a pas de zone humide parce qu'il y a des arbres. Et puis, à un moment, typiquement dans les Landes, là, quand il y a défrichement, les zones humides, elles reviennent naturellement. Et donc, en fait, la composition du sol et des végétaux, tout ça, c'est un écosystème. Donc, ça se lie. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est de recréer un écosystème qui participe enfin, qui fait la gestion pluviale. Qui ne fait pas que participer, qui gère les eaux de pluie, comme à l'état naturel. Pour terminer, une remarque, enfin une question de la part d'Aude Perron du CEREMA sur si des écologues sont associés au projet pour enrichir les écosystèmes créés. Donc, je pense que ça fait partie aussi, quand on parle d'équipes pluridisciplinaires avec les paysagistes, architectes, urbanistes, donc ça inclut aussi les écologues qui sont aussi un acteur essentiel pour réussir les aménagements végétalisés. Donc, merci à vous tous et toutes pour votre participation ce matin au webinaire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des retours d'expérience, à nous communiquer. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci Au revoir, beaucoup. merci. Au revoir, merci à Merci. tous. Merci, au revoir. Au revoir. Bon appétit. Au revoir à